Bonjour à toutes et à tous. À Frugagile, la conférence qui se veut agile et frugale. Nous accueillons ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Steve Evers, accompagnateur du changement, coach agile et facilitateur, qui va nous présenter un sujet, comment dire, un très intéressant, mieux collaborer en 100 jours. C'est un vrai challenge, Steve. Merci à tous. Je suis très content, je suis presque même très ému là, de contribuer modestement là, à ce beau projet qui a été créé, là, ce pont entre les pays. Donc, c'est une très chouette initiative. Donc, à Nicolas, à travers toi, je remercie très chaleureusement tous les organisateurs qui ont permis de faire vivre comme ce projet et qui en plus me donne l'opportunité d'y contribuer. Alors, ce que je vais partager avec vous, c'est un peu le fruit là, de mes modestes travaux de quelques années et ma façon à moi, finalement, d'explorer ce partage tous ensemble du sens de notre démarche agile, un peu le chemin que j'ai fait moi pour aller explorer mon propre chemin d'agilité. Mieux collaborer en 100 jours, ça passe par moi et la collaboration. Donc, là, l'idée, c'est pas de vous présenter un petit peu qui je suis, etc. L'idée, c'est plus de vous montrer en fait que je pense qu'en chacun de nous, cet enjeu de la collaboration, bien évidemment, j'enfonce une porte ouverte, mais elle dépasse en vérité très largement le cadre professionnel. Apprendre à mieux collaborer, c'est quelque chose qui est dans notre quotidien personnellement, avec nos amis, mais également dans les associations et évidemment dans le milieu professionnel. Pour ma part, le milieu professionnel, c'est le Pharos, donc une communauté au sein de la société Concerto qui explore en fait cette histoire de culture agile, donc c'est bien l'IT, mais également en dehors de l'IT. Et en fait, c'est le petit cadeau qu'on aime bien faire en début de conférence, c'est de convier ceux que ça intéresse d'aller sur le site, alors du blog, hein, pour le coup, c'est pas du tout le site de Concerto, hein, c'est un message de pub, c'est vraiment cet espace de partage de la culture agile sur lequel vous allez pouvoir récupérer des petits cadeaux. Notamment là, les cartes, si vous avez du Scrum dans vos équipes, un petit glossaire qui est assez pratique et les petites BD qu'on en développe pour essayer de contribuer à notre façon aussi à cette culture agile. L'une des particularités, je pense aussi, de l'entreprise, c'est qu'on est pas mal d'entrepreneurs. Et là, je mets en avant un autre cadeau qui, je pense, peut être utile, notamment, alors je pense que d'un point de vue professionnel, maintenant tout le monde est équipé, mais d'un point de vue associatif, c'est peut-être beaucoup moins le cas. Donc là, je vous mets en avant un petit peu ce beau projet tout à fait personnel de l'ami Gilles Brieux, ateliercollaboratif.com, qui permet à monsieur et madame tout le monde de faire des ateliers collaboratifs, même dans le cadre d'une association. Puisqu'en fait, tout est gratuit et tout est très performant. Vous avez les outils vidéo. Donc voilà, c'est un projet totalement gratuit et qui est vraiment sur cette idée de partager. Alors, moi, le cadeau que je vais tâcher de vous offrir aujourd'hui, en fait, c'est cette histoire de mieux collaborer en 100 jours. Alors, c'est un produit que j'ai développé, je vous en parlerai tout à la fin. L'idée, plutôt que de vous parler de ce produit, c'est surtout de vous dire quels sont les principes et quels sont les ingrédients que j'ai mis derrière ce produit et qui vont vous permettre, qui pourraient vous permettre de mieux collaborer en 100 jours, que vous aviez creusé dans les produits que je mets derrière ou pas, en fait. Hein. C'est bien les principes et les ingrédients que je viens partager avec vous aujourd'hui. Et du coup, alors on est sur une thématique de la collaboration, donc ça m'intéresse de savoir un petit peu qui est en face de moi. Et du coup, ce que je vous invite à faire, en fait, c'est de partager dans le canal de discussion. Donc, vous avez un petit bouton qui devrait vous permettre de participer aux discussions et de me dire, d'après vous, c'est quoi collaborer? Je suis curieux d'avoir un peu votre ressenti. Alors, hop là. Alors, Régis, bonjour Régis, nous dit interagir. Co-construire. Interagir et co-construire. En fait, alors, n'hésitez pas les autres évidemment à compléter. Je retiens effectivement cette idée de co-construire, puisque si on revient à l'étymologie en fait du mot collaborer, donc collaborer, c'est bien co-élaborer, hein, ce qui revient à dire élaborer quelque chose ensemble. Donc là, si vous imaginez peut-être deux enfants, ils sont chacun venus avec leurs jouets, chacun avec leurs cubes, chacun avec les petites figurines, et ils ont co-élaboré cette jolie tour.
D'après vous, déjà, dans un premier temps, même chose, je vous invite à répondre dans la conversation. Quelle était leur émotion lorsqu'ils ont terminé cette jolie tour? Alors, du côté de fil de discussion, alors Alban dit satisfaction, joie, Saturnine nous dit joie et fierté, de la joie et de la fierté. Donc, oui, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'en règle générale, la collaboration, c'est quelque chose qui produit, in fine, des émotions qui sont agréables. Donc, c'est quelque chose qui doit, et en tout cas qui devrait être quelque chose qui est plutôt encouragé, plutôt plaisant, plutôt un chemin intéressant. Donc maintenant, toujours d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que les enfants ont échangé pour faire en sorte que cette tour soit ce qu'elle est, de façon très pragmatique et très concrète, avec quoi ils sont venus et qu'est-ce qu'ils ont échangé, élaboré, mis ensemble pour mettre en place cette tour. Les objets, complètement Régis, ouais. Une envie aussi, probablement, leur vision, des idées. Alors ça, Alban, je ne suis pas sûr que d'un certain point de vue, les enfants, imaginez qu'ils aient 3-4 ans, qu'ils aient vraiment eu ça. Alors, leur savoir-faire, dit Saturnino, il y a de ça. J'en tiens l'idée de Régis, les objets, de façon le plus pragmatique possible, à 3-4 ans, est-ce qu'il y a toutes les autres choses à voir? J'en retiens l'idée des objets. Maintenant, si on fait un peu une image, imaginez-vous dans le milieu professionnel ou associatif, peu importe, dans une situation de collaboration, vous êtes uniquement avec une autre personne dans une pièce et vous devez collaborer, donc co-élaborer quelque chose le temps d'un échange. C'est quoi les briques, c'est quoi les jouets avec lesquels vous allez interagir pour collaborer? Allez-y, je vous laisse donner votre point de vue dans le canal de discussion. Lorsque vous collaborez avec quelqu'un, alors Régis nous dit les compétences de chacun. Ça, c'est intéressant. N'hésitez pas à continuer à partager votre point de vue. J'aime bien cette idée de compétences, en fait. Et c'est totalement mon point de vue. Et Régis rajoute le matériel de chacun, ouais. L'expérience aussi. Les compétences de chacun. En fait, j'ai envie de vous amener sur cette idée-là, qui est mon idée, qui est un peu là où j'en suis, moi, sur mon chemin, par rapport à cette notion de collaboration. Mon point de vue est qu'en fait, lorsque vous êtes en situation de collaboration, in fine, en grande partie, les cubes que vous êtes en train de manipuler, effectivement, ce sont vos compétences. Et donc, si vous voulez faire une belle tour, si vous voulez faire une belle collaboration, ben, en fait, il va vous falloir des beaux cubes, donc des belles compétences. Et de mon point de vue, et c'est mon premier principe en fait, que je retiens de ce parcours de maintenant quelques années, c'est que le premier principe de collaboration, en fait, c'est que les cubes sur lesquels vous avez la main, finalement, ce sont les vôtres, donc ce sont vos compétences, que ce soit des hard skills ou des soft skills, hein, des compétences qui soient plus techniques ou des compétences qui soient plus douces, comme on dit. Et donc, l'idée, le premier principe que j'en retiens, c'est de se dire agir sur soi plus que chercher à agir sur les autres et le groupe. Je dis bien le plus que, hein, un petit peu comme dans le manifeste agile, la deuxième partie de la phrase a de la valeur, bien évidemment. Mais je pense que là où j'en suis moi aujourd'hui, fin 2021, c'est que finalement, si on veut améliorer sa collaboration, ce qu'il faut surtout travailler, c'est le travail sur soi. Là où on voit autour de nous une pléthore d'offres pour accompagner des groupes, et ça, on a beaucoup de choses, mais le travail sur soi, c'est quelque chose que je vois de ma fenêtre comme étant minoritaire. Le deuxième principe que je retiens et que je vous partage, c'est le principe du chemin. C'est-à-dire que individuellement et en groupe, bien entendu,
Le principe est de se dire qu'il est préférable finalement de construire son chemin d'apprentissage plutôt que de suivre en fait un chemin qui serait déjà tracé. Dans les organisations que j'ai la chance d'accompagner, depuis maintenant, on va dire que je suis le gars qui parle d'agilité dans les entreprises depuis 2010. Des organisations que j'ai pu voir, assez souvent, on voit que les ressources humaines ont tracé un chemin, y compris sur les sujets collaboratifs, et que assez souvent, en tout cas, c'est le modèle qui m'apparaît dominant. Encore une fois, ce n'est que mon point de vue, hein, c'est par rapport aux expériences que j'ai. Et le modèle dominant est quand même des ressources humaines qui vont mettre en place des formations, donc qui vont tracer un chemin quelque part en disant bon, on va commencer peut-être par, je ne sais pas moi, une formation sur apprendre à donner et recevoir un feedback. Plus tard, on va travailler sur les émotions. Plus tard, on va travailler sur de la facilitation. Mais le chemin est déjà tracé, donc comme tout à l'heure, c'est intéressant que le chemin existe. Et je pense que le principe qui devrait être plus mis en avant est l'idée d'encourager les gens en fait, à construire leur propre chemin d'apprentissage. Parmi mon chemin à moi, c'est fait de beaucoup de rencontres et notamment de poètes. Là, je vous cite Antonio Machado qui dit Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Lorsque nous cheminons, en vérité, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. Si vous voulez un peu renforcer votre image, en image cette jolie phrase, imaginez-vous marcher dans la neige, en fait, une neige qui serait totalement vierge. Et lorsque vous marchez, vous pouvez bien voir que le chemin est derrière vous, et qu'il n'est pas devant vous. Donc, mon chemin à moi, en fait, il m'amène jusqu'à vous aujourd'hui, là, partager ceci. En fait, il a commencé véritablement en 2015. En 2015, je me suis retrouvé confronté à la première grande transformation, on va dire le premier grand accompagnement. Un seul coach chez un client avec plus de 10 000 personnes. Et là, je me suis retrouvé un petit peu tout seul avec seulement, j'ai envie de dire, les jouets et tout ce qu'on avait côté agilité. Et là, je me suis dit, il faut que j'aille au-delà. Tout à l'heure, Harry nous invitait à être agnostique. Je pense qu'agnostique, c'est devenu la base, en fait. C'est le socle minimum. On a besoin de sortir, en fait, de nos pratiques agiles. On a besoin d'apprendre par ailleurs. Et du coup, je suis parti dans un projet de recherche empirique. Alors, ça fait très pompeux de dire ça, mais en réalité, ce n'est pas grand-chose. L'idée de la recherche empirique, c'est le fait de collaborer avec des scientifiques, qui sont des gens qui sont plutôt dans le milieu de la recherche, en général. Donc, imaginez plutôt des gens dans des laboratoires. Et de collaborer avec eux, des gens qui sont aussi dans cette démarche de recherche empirique. Ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui travaillent sur des théories, ce sont des gens qui mènent des études, qui consolident du coup les apprentissages de la science et qui du coup consolident des théories. Et l'idée, c'est de les partager, moi, d'être au plus près de la recherche pour aller tester sur le terrain ces éléments. Et du coup, chose qu'on connaît bien dans l'agilité, de donner une boucle de feedback, en fait, de leur raconter ça a l'air de marcher dans ton laboratoire, mais sur le terrain, ça ne marche pas. Et comme ça, d'apprendre à construire ensemble. Donc, ça m'a permis de mener plusieurs projets. Le projet Aristote qui a beaucoup traité le sujet de l'apprenance, Nature Agile Mariposa qui explore plutôt les limites de la croyance. Et maintenant, ce Mieux collaborer en 100 jours. À la fin de la conférence, je vous enverrai vers le site web de Mieux collaborer en 100 jours, sur lequel vous allez retrouver en fait pas mal de ces conférences. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pourrez creuser le sujet. Et notamment, vous y trouverez aussi le manifeste de l'apprenant, là, qui est un peu mon apprentissage lié à l'apprentissage, justement. Et du coup, mon chemin s'est fait comment? Par des rencontres, et puis surtout par beaucoup de pratiques. Donc, beaucoup de conférences, beaucoup d'ateliers. J'ai eu la chance de pouvoir être invité à pas mal de sessions dans l'agilité et au-delà, pour me permettre d'éprouver aussi, de partager des choses, d'obtenir aussi du feedback. Et bien entendu, et j'ai envie de dire, la principale des choses finalement, c'est de la pratique. De mettre en pratique tous ces apprentissages dans le milieu professionnel, dans le milieu associatif et dans le milieu personnel. Alors maintenant, je vais vous partager les 11 ingrédients. Et puis, plus que de vous partager les ingrédients, je vais aussi vous partager finalement les gens qui ont été sur le chemin de mon parcours et de qui je tire un peu ces apprentissages, qui vont vous permettre un peu comme ça d'ouvrir différentes fenêtres sur vos propres chemins et aussi de vous donner quelques exemples à chaque fois comment j'ai mis en principe ce principe. Alors, le premier ingrédient pour mieux collaborer et pourquoi pas en 100 jours, c'est l'action. L'idée, c'est de se dire, lire là où j'en suis de mon chemin de réflexion, c'est-à-dire que c'était mon cas il y a peut-être une dizaine d'années.
Lire tous les livres sur les sujets de l'apprentissage, de la collaboration, finalement, a assez peu d'effet. Lire, c'est intéressant, mais si vous ne mettez pas en pratique tout de suite, en fait, vous n'allez pas vraiment ancrer. Donc, le premier principe, si vous voulez mieux collaborer, en fait, c'est peut-être de vous inspirer, effectivement, mais c'est de mettre en action. Et cette mise en action est tellement nécessaire dans la collaboration que je vous invite très fortement à vous dire que la théorie, c'est sympathique et c'est utile et c'est fondamental, mais ancrer les choses, c'est vraiment dans l'action. Et on voit que parfois, les gens ont besoin d'être rassurés, de se dire on voudrait savoir comment ça marche, etc. Il faut vraiment se lancer et vous en tirer les apprentissages après. Donc, l'un des grands maîtres que j'ai eu la chance de côtoyer et qui m'a beaucoup aidé sur mon parcours, c'est Tyagi. Donc, Tyagi, vous allez retrouver énormément de livres et de ressources sur Internet. C'est aujourd'hui un vieux monsieur de 85 ans qui continue à travailler, quelqu'un qui est d'origine hindoue, qui a travaillé toute sa vie aux États-Unis, qui continue à travailler principalement aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde. Et c'est un psychologue à la base qui s'est retrouvé dans ce milieu un peu de l'entreprise pour aller raconter en fait ce que lui connaissait de la psychologie et de voir comment ça pouvait impacter les entreprises. Et très vite, en fait, il s'est rendu compte que il avait de la théorie, mais il n'avait pas les outils en fait pour partager cette théorie. Et donc, ce Peter Tyagi, depuis plus de 40 ans, a fabriqué toute cette théorie autour de comment on apprend à apprendre. Et notamment, l'un des principes que je retiens, c'est justement cette idée de laisser les participants générer leur propre contenu. Donc, si vous voulez former des gens à la collaboration, ou si vous-même, vous voulez encourager, même sans passer de formation, encourager les gens autour de vous à mieux collaborer, l'idée, c'est vraiment, plutôt que d'arriver sur la théorie, de laisser les participants générer leur propre contenu. Et du coup, l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des activités d'apprentissage plutôt que la littérature académique. On devrait plutôt conseiller une bonne activité à faire à vos camarades plutôt que leur conseiller un bon livre, même si, encore une fois, le bon livre est intéressant. Et donc, un exemple, par exemple, que je vous partage avec vous, lorsque on souhaite améliorer la collaboration dans ce monde de l'agilité, on a plein d'outils formidables. Scrum est un très bon outil qui permet de faire ça. Et moi, quand je suis amené à accompagner des gens, des profils, par exemple Scrum Master, qui vont faciliter cette collaboration, pour leur expliquer la théorie de Scrum, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne leur explique pas la théorie, en fait, en vérité. Je leur expose pratiquement les missions qui sont décrites dans le guide de façon brute. Et par contre, je les interroge, c'est-à-dire que tout de suite, je les mets dans ce parcours d'apprentissage. Je leur demande parmi les missions qui sont proposées, avec lesquelles tu es plus ou moins à l'aise. Du coup, comment est-ce que tu te les appropries, ces missions, et qu'est-ce que ça t'inspire, ce décalage qui existe entre ton niveau auquel tu penses être aujourd'hui et celui que tu voudrais atteindre. Et après, je questionne beaucoup pour l'aider potentiellement à identifier les prochains pas et pour l'aider à identifier dans quelle mesure je peux l'aider. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il puisse par lui-même construire son parcours d'apprentissage qui fait qu'on va entraîner de la motivation, qui fait qu'on va entraîner de l'engagement et qui fait qu'on va engager les gens dans un parcours d'apprentissage plutôt que seulement les exposer à la littérature. Le deuxième principe que je vous propose, donc la source, c'est Hélène Trocmé-Fabre. Donc, Hélène Trocmé-Fabre, à l'origine, elle est linguiste et c'est quelqu'un qui a beaucoup aussi exploré l'apprentissage, donc qui a aussi fait une démarche d'aller rencontrer des gens comme Boris Cyrulnik, Varela, etc., donc des biologistes, des psychologues, pour mieux comprendre comment fonctionne l'apprentissage. Et elle, le principe qu'elle nous enseigne, c'est qu'il faut ancrer ce que nous apprenons dans notre propre histoire. C'est d'elle qu'émerge le sens. Donc, tout comme Machado, elle nous invite à construire notre chemin en marchant. Mais l'idée, du coup, la mise en œuvre, c'est de poser des questions plutôt que de donner des réponses. Si vous voulez encourager, je pense, de la collaboration, en tout cas, c'est ma façon de travailler, c'est véritablement de poser des questions qui fait que les gens vont pouvoir, au-delà de construire avec quelque part leur propre vocabulaire, et du coup, ça veut dire que vu qu'ils vont reformuler, ils vont aller puiser en fait au sein de leur propre histoire, donc au sein d'eux, des liens vers ce qu'on leur apporte. Donc, des questions sont vraiment beaucoup plus intéressantes pour ancrer de la collaboration plutôt que des réponses. Et du coup, là, en exemple d'outils que j'utilise, par exemple, on va reprendre, on est sur un événement agile, on va reprendre un événement, on imagine que vous lanciez une équipe Scrum, vous avez des gens qui ont différents rôles, le Product Owner, le Scrum Master, les équipiers agiles, et bien, les développeurs au sens Scrum. Et bien, plutôt que chacun, et c'était le travail qu'on a fait dans un premier temps, chacun va identifier son propre rôle
et son parcours d'apprentissage, on va créer un deuxième atelier dans lequel les gens vont pouvoir discuter, échanger sur leur rôle, voir si finalement il n'y a pas tout ou partie des missions qui pourraient être portées par quelqu'un d'autre qui finalement n'est peut-être pas le PO. Peut-être que toutes les missions du PO ne sont pas apportées par le PO. Peut-être que dans le contexte que l'on accompagne, il y a peut-être des choses qui sont plus intéressantes à faire et qui du coup vont plus s'ancrer finalement dans l'histoire des gens et qui fait que ça va encourager, faciliter et l'apprentissage et du coup la collaboration. Troisième principe que je vous partage, c'est celui qui est sans doute le plus complexe à appréhender, l'apprentissage imbriqué et en action. Donc, ce principe nous vient de Henri Rodiger. Henri Rodiger, alors ça, les gens qui parmi vous sont les plus férus de sciences, je vous invite fortement à aller voir ses travaux. Pareil, vous allez trouver des livres, notamment un livre qui s'appelle Mets-toi ça dans la tête, Méthodistique en anglais, et quelques vidéos sur YouTube aussi notamment. Henri Rodiger, aujourd'hui, par la communauté scientifique, c'est celui qui est considéré comme celui qui a les meilleures connaissances sur les travaux sur la mémoire. Quelqu'un qui travaille aux États-Unis, le gros avantage des États-Unis, alors selon le point de vue, c'est un inconvénient, mais c'est qu'aux États-Unis, il a tout à fait la capacité à faire des études sur des milliers d'étudiants, sur des milliers de patients sans aucune difficulté, qui fait qu'ils ont vraiment une grande richesse en fait, dans les études et beaucoup d'apprentissage. Et donc, lui, il nous dit d'imbriquer deux principes. En fait. Le premier principe, c'est imbriquer l'étude de problèmes de différentes natures. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que d'exposer des formations, par exemple une formation, tout à l'heure je citais sur le donner, recevoir du feedback, et puis plus tard une formation sur la facilitation, et puis plus tard une formation sur je sais pas, la gestion des émotions, tout ça facilitant évidemment la collaboration, améliorer sa capacité d'écoute aussi éventuellement. Bien, plutôt que d'avoir des formations comme ça qui sont très silotées, on dirait, avec un vocabulaire un peu agiliste, l'idée, c'est de se dire, favoriser plutôt des moments des moments d'apprentissage dans lesquels les gens vont imbriquer en fait l'ensemble de ces apprentissages. Et puis, non seulement il faut que ça soit imbriqué, mais l'idée, c'est qu'il faut encourager les gens à trouver des niveaux de signification supplémentaires pour une nouvelle notion. Il veut dire en fait manipuler la chose, manipuler peut-être le concept que vous venez d'entendre, et du coup, en faire quelque chose, en produire quelque chose, faire un effort intellectuel qui va favoriser en fait l'ancrage de cet apprentissage. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse l'exercice, parce que ce sera beaucoup plus simple en pratiquant l'exercice pour que vous compreniez cette notion. Et du coup, là, je vais vous partager trois conseils, trois conseils dans différentes matières qui favorisent la collaboration. Et ce que je vous propose de faire, c'est de partager, du coup, dans le fil de conversation, un hashtag. Et donc, là, pour le premier conseil, ici et maintenant est le moment idéal pour faire les choses. C'est d'ailleurs le seul lieu et le seul moment où vous pouvez agir. Alors, je me tourne vers le fil de discussion. Quel hashtag est-ce que ça vous inspire? Je vous répète, ici et maintenant est le moment idéal pour faire les choses. C'est d'ailleurs le seul lieu et le seul moment où vous pouvez agir. Alors, Marc nous dit, merci Marc pour ton partage, pleine conscience. Donc, je dis, merci Marc pour ton partage parce que là, on est bien en train de collaborer. C'est-à-dire que non seulement tu fais le cadeau d'offrir aussi aux autres ta vision et quelque part, même sans le savoir, même sans que ce soit ton intention de début, mais en fait, tu vas favoriser aussi l'apprentissage de tes camarades. Je vous propose le conseil suivant. Les conseils décrivent souvent un idéal, traduisez-les en actions concrètes à réaliser dans votre contexte. Alors, je vous laisse vous offrir des petits cadeaux dans le fil de conversation. Les conseils décrivent souvent un idéal, traduisez-les en actions concrètes à réaliser dans votre contexte.
Alors, Régis nous offre pragmatisme. Donc, là, on voit que c'est difficile. On voit que c'est plus facile en fait d'écouter quelqu'un parler que de faire l'effort, d'essayer de reformuler, d'essayer de reprendre. Mais en fait, c'est cet effort-là, le point de vue de la science, en tout cas des scientifiques que j'ai été rencontrés, qui me dit que c'est à ce moment-là en fait que se fait l'apprentissage. Quand vous écoutez quelqu'un parler, si d'ailleurs vous ne traduisez pas dans votre contexte, vous ne reformulez pas, en fait, vous allez risquer de tomber dans ce que pas mal de scientifiques m'ont appelé le syndrome du feu rouge, hein, c'est-à-dire que finalement, ce que vous avez entendu, ça va être traité comme le feu rouge que vous avez croisé peut-être ce matin en arrivant, c'est une information non utile qui n'est pas rattachée à mon contexte, donc je supprime. C'est dommage parce qu'on a plein de jolis cadeaux tous les jours, et en se privant du fait de se ressouvenir et de resituer, en fait, on ne favorise pas l'apprentissage. Je vous propose un troisième apprentissage, dernier conseil, qui est mettez du positif dans vos propos pour lutter contre le biais de négativité qui nous rend plus visibles les éléments désagréables. Mettez du positif dans vos propos pour lutter contre le biais de négativité qui nous rend plus visibles les éléments désagréables. Alors, Marc nous dit 1984. Et Alba nous dit gratitude. Voilà, donc vous avez un peu compris le principe. Là, littéralement, ce qui se produit quand vous faites cet effort, Julien nous offre apprécié, littéralement, ce qui se passe, c'est que vous favorisez le fait que ces termes que vous avez, vous, dans votre tête, la gratitude, apprécier, tout ça, c'est 1984, c'est des notions qui sont aujourd'hui gravées dans votre tête. Là, vous favorisez le lien qui va être créé vers ce conseil. Et donc, vous favorisez le fait que ce conseil va rester durablement dans votre tête. Donc ça, c'est vraiment important, cet apprentissage en action, imbriqué dans le temps, prendre le temps de recevoir les conseils et de les resituer. L'ingrédient numéro 4, ce sont des expérimentations. Là, on est plutôt sur le champ de la théorie, on a été un peu chargé un petit peu dans votre cerveau, on a essayé de faciliter le fait que s'ancre l'information, mais la plupart du temps, la collaboration, ça reste aussi une activité intellectuelle et aussi physique. En tout cas, il y a de la pratique. Et donc, Henri Rodiger, toujours, nous dit quoi? Il nous dit que la maîtrise, en particulier celle d'idées, de compétences et de processus complexes, c'est une quête et non une note, un examen, quelque chose de transmis par un coach ou une qualité qui viendrait naturellement avec l'âge et les chevaux blancs. Donc, l'idée, il y a un peu l'idée du faut transpirer, mais dans l'idée, il faut faire. En fait, on apprend en expérimentant. Donc là, l'idée, évidemment, c'est de faire un maximum d'ateliers, tout simplement, sur la collaboration pour apprendre à le faire. Et puis, en même temps aussi, pourquoi pas de faire des expérimentations qui sont liées à une thématique. Alors, ce qu'on va faire juste après, on va faire une petite mise en pratique dans laquelle on va faire un bout des ateliers que je vais partager avec vous à la fin de la conférence. Mais je donne un exemple d'expérimentation liée à une thématique. Actuellement, l'une des expérimentations que je suis en train de tester, c'est le fait de faire certaines réunions qui sont dans les contextes à distance, de les faire seulement avec mon téléphone et en mode totalement audio, et le tout en marchant. Et voilà, c'est le type d'expérimentation que je fais. Et en fait, qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet, moi, de voir finalement quels étaient les avantages et les inconvénients d'être dans une situation de visio classique, assis face à un écran en discutant plus ou moins avec un clavier. Et le fait de décaler comme ça, de sortir de ma zone de confort quelque part, me permet en fait d'expérimenter les choses. Donc je pense que ce que moi j'apprends va me permettre de modifier moi et moi-même. Ce que j'ai envie de dire pratiquement, c'est que peu importe ce que j'apprends sur mon chemin, je suis convaincu que les autres qui vont faire la même expérimentation vont apprendre finalement différemment et vont évoluer du coup différemment dans leur collaboration. Donc, l'expérimentation est vraiment au cœur du sujet. Et dans un domaine industriel, sans doute que le partage est favorable quelque part, il n'y a pas de souci quand on est capable de refaire la même chose. Par contre, quand on est sur le champ plutôt des soft skills, c'est beaucoup plus difficile de retransmettre une expérimentation. On peut transmettre le cadre, mais pas l'apprentissage qui en était fait. Alors, les ateliers sont des sources d'expérimentation. Tout à l'heure, je vous ai partagé des conseils.
quelques conseils. Donc, les conseils, les livres, tout ça, encore une fois, c'est intéressant. Et souvent, les entreprises sont tentées de prendre des experts pour prendre des conseils, voilà, et pour faire rentrer dans l'entreprise. Mais souvent, on se prive déjà du potentiel qui existe au sein des équipes et finalement se dire, par exemple, c'est quoi les clés d'une bonne collaboration. Soit on se tourne vers l'extérieur, des conseils, des livres, des consultants et tout ce que vous voulez, soit on se tourne vers l'intérieur et on organise des ateliers dans lesquels déjà, au sein d'une équipe, on va pouvoir faire émerger des choses. Et là, avec la puissance des questions, là, ce que je vous propose, là, on ne va pas faire tout l'atelier. Hein. L'atelier, vous l'aurez en référence et vous pourrez avoir tout déroulé sur le site, encore une fois, je vous partagerai en fin de conférence. L'idée, là, c'est l'objectif de cet atelier, en fait, c'est de trouver les clés d'une bonne collaboration. Donc, vous avez une équipe qui est en place depuis plus ou moins longtemps, peu importe, et ils se prennent un temps, en fait, pour essayer d'identifier, en fait, c'est quoi les clés d'une bonne collaboration. Qu'est-ce qu'il nous faut activer? Alors, bien sûr, dans l'atelier, il y a un moment où on identifie les clés, puis après, on se dit comment est-ce qu'on les active. Là, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est cette petite expérience-là de 2 questions. Et ce que je vous demande de partager dans le fil de discussion, c'est qu'est-ce que tu apprécies chez les gens avec qui tu collabores? Je vous laisse quelques instants de réflexion pour partager, faire le cadeau, partager avec l'audience ce que vous appréciez chez les gens avec qui vous collaborez. Alors, Régis nous dit simplicité, humilité, compétence, expérience. Marc nous dit transparence, empathie. Saturne nous dit l'écoute. Julien nous dit l'enthousiasme. Alban nous dit la communication, l'écoute et l'empathie. Parfait. Deuxième question dans cet atelier, plutôt tourné vers vous. Qu'est-ce que les gens avec qui tu collabores apprécient en toi? Qu'est-ce que les gens avec qui tu collabores apprécient en toi? Je vous laisse répondre dans la conversation. Le temps de taper tous les caractères. Et on va recevoir les cadeaux. Régis nous dit l'optimisme, l'esprit collectif. Alban nous dit l'enthousiasme, la créativité, etc. Donc voilà, là, vous avez déjà tout un socle que vous pouvez faire émerger très rapidement dans un groupe de, voilà, est-ce que ce sont les bonnes recettes de la collaboration qui viennent d'un expert reconnu, etc. On ne sait pas, par contre, c'est ce qui est apprécié. Donc déjà, on peut commencer par ça. Et après, vous pouvez imaginer la suite de l'atelier qui est de se dire, étant donné qu'on pense que ça marche, comment est-ce qu'on bâtit, comment est-ce qu'on consolide. Voilà. Vous pouvez imaginer ça et vous allez tout dérouler. Je vous partagerai évidemment librement. 5e ingrédient, c'est du lien avec votre quotidien, qui est un peu cette notion d'activité de débriefing, alors qui est mea culpa, quand je vous disais qu'en 2010, je commençais à accompagner, quelque chose que je ne faisais pas du tout, le débriefing. Et puis en fait, j'avais très peu d'impact. En travaillant avec des gens comme Thiagui, aujourd'hui, là où en 2012, on va dire, je faisais 45 minutes d'atelier et 30 secondes de débriefing, en travaillant avec des gens comme Thiagui, on est plutôt en mode 30 secondes à 1 minute d'atelier et 45 minutes de débriefing, et le résultat est bien plus pertinent. Donc le principe que nous apprend Henri Rodiger, c'est de prendre quelques minutes pour se remémorer ce qui vient d'être appris et s'interroger. Tout à l'heure, on a vu le fait de faire un lien avec des choses qu'on connaît déjà. Mais là, l'idée, c'est de prendre du temps pour se remémorer ce qui vient d'être fait, notamment dans un atelier. Vous venez de faire un atelier collaboratif, pourquoi pas celui que je vous ai partagé avant. L'idée, c'est de se prendre encore du temps un petit peu derrière pour se remémorer ce qui vient d'être appris et de se poser des questions dessus. Donc, vraiment, l'activité débriefing, pour moi, c'est là où tout se fait, un petit peu comme tout à l'heure, l'histoire d'apprentissage de théorie en réimbriquant par rapport à ce que l'on connaît déjà. C'est bien l'activité de débriefing qui va créer l'apprentissage littéralement et qui va créer le changement. Donc là, ce que je vous propose, c'est un petit chemin, enfin un petit script de questions extrêmement classique
que vous pouvez utiliser, réutiliser et qui s'adapte à pratiquement n'importe quel atelier. De se dire, ben voilà, commencer par se poser la question, quel est le ressenti à propos de l'atelier qu'on vient de faire, à propos de la rétrospective qu'on vient de faire, à propos du point qu'on vient de se faire ensemble, par exemple. Ça peut être ça aussi, hein, de temps en temps, vous êtes en one-to-one, là, vous êtes juste avec une personne, ben, à la fin, de se prendre un temps pour dire, OK, c'est quoi ton ressenti par rapport à l'échange qu'on vient d'avoir? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cet échange? Donc, prendre le temps de se remémorer ce qui vient ce qui vient de se dérouler, pardon. Se poser la question de quelle conclusion on en tire, de voir quel est le rapport finalement avec notre quotidien et finir par se poser la question du maintenant. Comme dit Saturnino, avec quoi tu repars? Ouais, il y a un peu cette idée-là. Une progression réflexive. Encore Henri Rodiger qui nous dit entraînez-vous à se remémorer les nouveaux apprentissages. Donc là, on a vu tout à l'heure qu'il faut le faire, mais en fait, il faut s'entraîner à le faire. Et alors, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire, en vulgarisant, que le cerveau est un muscle. Pas du tout, évidemment, pas du tout un muscle. Par contre, on peut retrouver quand même cette notion de pratique. C'est-à-dire que plus vous pratiquez, plus vous ancrez. Et donc, plus vous vous entraînez à vous remémorer des nouveaux apprentissages, plus vous allez être en capacité de mieux apprendre. Donc, dans vos démarches d'apprentissage autour de la collaboration, quel qu'il soit en général, il est important et souhaitable de s'entraîner à se remémorer les nouveaux apprentissages tous les jours. Tous les jours, je finis ma journée comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé d'important aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai appris et envers qui je suis reconnaissant? Donc, un petit plus en fait que je m'accorde moi qui m'entraîne aussi à consolider, à concentrer mon attention sur les jolies choses du monde. D'avoir cet entraînement-là qui est totalement en dehors d'une cérémonie quelconque, etc., mais d'ancrer cette pratique vraiment au quotidien pour s'entraîner à se remémorer, s'entraîner à s'entraîner. Les influenceurs, j'en ai plein sur le parcours. Là, l'influenceur, Gandhi nous dit quoi? Nous dit montrer l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Là où j'en suis aujourd'hui en 2021, c'est vraiment quelque chose que je pense très sincèrement. Je suis convaincu d'une chose, c'est que la première chose que je vais modifier quand je commence un accompagnement, c'est moi-même pour m'adapter au contexte dans lequel je suis et pour que moi j'apprenne ce que je dois faire dans ce contexte avant tout et que ça ne peut être que comme ça et que ce n'est que par l'exemple que je vais pouvoir et du coup par ma réinterrogation que je vais pouvoir entraîner les autres à aussi se réinterroger. Et donc là, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est plus ancré. Le fait d'avoir des livres en référence, le fait d'avoir des vidéos en référence. Et j'attire votre attention sur le fait d'identifier des influenceurs, en fait. Et que vous puissiez identifier, vous, qui est-ce qui m'inspire en tant que collaborateur. D'essayer d'identifier, vous, dans votre panorama, dans les gens qui vous entourent, de dire, finalement, bah oui, cette personne-là m'inspire dans son comportement de collaborateur. Peut-être quelqu'un qui est autour de vous, évidemment, ou quelqu'un peut-être qui serait plus éloigné, un influenceur en vidéo, quelqu'un que vous auriez vu sur un TED ou peu importe, mais je pense que aussi savoir identifier plus près de vous, dans vos entourages, si vous êtes accompagnateur dans les entreprises, d'identifier des gens voilà, pour vraiment pouvoir bénéficier de cet effet miroir qui est très puissant et qui est probablement l'une des façons de le plus ancrer de la collaboration. De savoir identifier et du coup d'attirer aussi l'attention pour les gens d'entre vous qui sont accompagnateurs ou coachs, d'attirer l'attention sur les gens qui ont, qui ont une influence, on va dire, positive en matière de collaboration. 8e ingrédient, c'est le fait d'apprendre, et puis un peu plus tard d'apprendre, et puis le fait d'un peu plus tard d'apprendre. Donc ça, c'est ce que nous apprenons toujours Henri Rodiger, c'est d'espacer vos séquences d'entraînement. Et l'idée, c'est de se dire, on fait des activités un peu, mais tous les jours, hein, d'ancrer des routines autour de la collaboration, un petit peu tous les jours, plutôt que le modèle dominant que je peux observer un peu partout dans les organisations, qui est de se dire, bon, le collaborateur, une fois par an, va lui offrir une formation parce qu'on a du budget ou je ne sais trop quoi, et qui fait que l'effet est quand même moindre. Si on compare un petit peu, moi, ce que je propose, c'est un parcours sur 100 jours. Enfin, ce que j'invite les gens à faire, c'est de se dire déjà sur 100 jours, j'essaie d'avoir cette discipline, d'essayer comme ça de m'interroger tous les jours pour pouvoir en créer des nouveaux comportements.
10 minutes pendant 100 jours, c'est exactement le même temps que vous allez consacrer que si vous partez 2 jours en formation sur un sujet. Et en termes d'efficacité, c'est probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace. Voilà, je pense que si vous êtes dans un environnement contraint, revendiquez 10 minutes d'apprentissage tous les jours ou offrez-les-vous plutôt que de chercher à avoir 2 jours de formation qui sont tout à fait utiles. Hein. Idéalement, il faudrait les 2. Mais je pense que c'est vraiment cet apprentissage tous les jours qui fait que vous allez obtenir un changement pour vous. Plus que 2 ingrédients qui sont ceux qui m'ont peut-être le plus surpris, enfin ceux en tout cas sur lesquels j'ai dû le plus apprendre. Le premier ingrédient, c'est la motivation. Donc là, je vous cite 2 de mes influenceurs. Le premier, c'est Pierre-Marie Liédo. Pierre-Marie Liédo, alors là, lui, c'est le neuroscientifique un peu phare en France, hein, quelqu'un qui dirige des études et des laboratoires au niveau Pasteur et CNRS. C'est l'un des plus grands sachants du monde et une référence absolue en Europe. Et puis Dan Ariely, c'est quelqu'un, si vous suivez notamment les différentes conférences TED, quelqu'un qui est un peu une star des TED, quelqu'un qui est extrêmement, aussi une sommité sur la question de la motivation. Qu'est-ce que Pierre-Marie nous apprend? Il nous apprend qu'on ne motive pas les gens, on leur fait confiance. C'est-à-dire que cette histoire de motivation, en fait, vous ne devriez pas, ou les managers ne devraient pas, ou les RH ne devraient pas, finalement, chercher à motiver les gens pour mieux collaborer. Devrait juste leur faire confiance. Devrait juste leur faire confiance que si on leur permet de faire un chemin, eh ben, ils vont faire le bon chemin plutôt que de motiver les gens à aller dans des formations. Je suis aussi formateur et c'est vrai qu'assez régulièrement, on forme des gens qui ont été convoqués pour venir à quelque chose pour lequel ils n'avaient pas forcément envie d'être là, pas à ce moment-là. Donc on devrait davantage faire confiance aux gens de cheminer de leur côté. Et Dan Ariely, ce qu'il nous apprend, c'est qu'il est pratiquement impossible d'amener quelqu'un à changer de comportement juste en lui donnant de l'information. Ça se recoupe avec ce que je disais tout à l'heure. Apporter comme ça de l'information à quelqu'un, de lui apporter un livre, de lui apporter une formation qui sera un petit peu descendante, c'est pas ça qui va changer son comportement. Et donc, ce que je pense, moi, aujourd'hui, c'est que l'idée, c'est plutôt d'essayer d'avoir des activités pour générer en soi de la motivation, notamment la recherche de sens. Je rencontre souvent en entreprise, et notamment du côté des agilistes, ce côté de il faut donner du sens aux gens, il faut leur donner du sens. J'entends cet argument. Je pense surtout qu'on devrait plutôt les interroger sur quel sens, eux, ils trouvent dans une activité. On ne peut pas, motivation extrinsèque, ça concerne principalement que l'argent. Vous pouvez motiver les gens avec de l'argent, mais vous devez leur donner de l'argent tous les jours un peu plus. Donc, ça veut dire que personne sur Terre est assez riche pour motiver son collaborateur en lui donnant un petit peu d'argent, un petit peu tous les jours, un peu plus. Donc, c'est le pouvoir extrinsèque, je pense qu'il faut l'oublier. Par contre, allez interroger vos collaborateurs sur développer de la collaboration, quel sens ça a fait pour toi. Les gens vont chercher en eux, en fait, leur propre motivation et ils vont activer leur propre fusée, en fait, dans ce mouvement-là. Leur imposer un sens de dire il faut mieux collaborer parce que quelque chose qui semble très loin du fonctionnement que nous décrivent nos amis scientifiques. Dernier ingrédient, avant-dernier ingrédient, pardon, la confiance. Apprendre à réussir, c'est d'abord avoir confiance en soi. Donc ça, c'est ce que nous apprennent Mélanie Coting et Quentin Bay. Sont 2 gens qui ont beaucoup exploré aussi ce côté scientifique et qui ont créé ce jeu-là, Cap sur la confiance, que je vous invite vraiment à découvrir, qui est une petite merveille, aussi bien à la maison que dans les organisations, qu'elles soient associatives ou professionnelles, pour apprendre en fait à générer justement de la confiance. Un peu comme tout à l'heure, on a vu de la motivation, il faut se générer sa propre motivation, mais la confiance, c'est aussi quelque chose qu'il nous faut apprendre à travailler. Moi, je pense qu'en tant que coach agile, je pense qu'aujourd'hui, 80% des difficultés, des problématiques que je rencontre sont liées sur des problèmes de motivation, sur de confiance. Et donc, du coup, j'ai dû apprendre à travailler ces champs, accompagner, apprendre à poser les questions qui font que les gens vont créer en eux leur motivation, créer en eux leur confiance. Motivation et confiance, pour moi, c'est les 2 leviers parmi, évidemment, c'est plus complexe que ça, mais c'est 2 leviers qui sont hyper importants, qu'il nous faut maîtriser pour engager les gens dans leur changement et dans le fait qu'ils vont collaborer. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des activités pour alimenter sa confiance et construire du coup son parcours. Donc là, vous avez un peu 5 thématiques que nous partagent Mélanie et Quentin.
qui sont importantes. Donc d'abord choisir un but motivant. En quoi est-ce que collaborer, en quoi est-ce que faire un effort de collaborer va vous être bénéfique en fait. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Et l'idée, c'est bien de choisir un but qui est motivant. Donc derrière motivant, il y a l'idée d'émotion. Quelle émotion vous allez aller chercher derrière ce but? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous rendre fier? Est-ce que ce but je sais pas, vous surprendre parce que vous aimez l'aventure? Est-ce que ce but va vous rendre joyeux? Voilà. Bien attacher le but avec l'émotion. Ensuite, pendant ce parcours d'apprentissage, de partager ses émotions. C'est un élément hyper important et régulateur, on va y revenir dans le 11e ingrédient. Développer des stratégies, une fois qu'on a son but, de savoir raconter le chemin, ça c'est quelque chose qu'on sait plutôt bien faire dans la communauté avec les outils d'agilité, de bien découper quelque part notre but, donc décliner une stratégie. Après, l'échange de solutions, c'est aussi quelque chose dans lequel on est très riche dans l'agilité. C'est-à-dire, j'ai choisi mon but, je connais mon chemin, mais je vais aller échanger avec d'autres des solutions qui vont me permettre de consolider aussi ma confiance et bien entendu de valoriser ses réussites. Une fois qu'on a atteint ce but, qu'il soit pleinement ou partiellement atteint, de valoriser, de prendre un temps pour célébrer. Tout ça, en fait, va renforcer en fait, la confiance des gens et du coup, va faire en sorte qu'ils vont maintenir cet effort d'apprentissage vers de la collaboration. 11e ingrédient, et j'en aurais pratiquement fini, la régulation des émotions, qui est l'autre gros pan que j'explore depuis quelques années, donc notamment on y a la chance un peu de partager avec Bernard. Donc Bernard Anselme, c'est quelqu'un que je vous invite à découvrir, notamment à travers ses livres. Donc là, vous allez trouver, Bernard Anselme, c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux, vous allez trouver énormément de vidéos sur YouTube. Et il a écrit beaucoup de livres. Il est vraiment dans une quête personnelle, donc son parcours, donc il est médecin, c'est quelqu'un qui a passé beaucoup d'années de sa vie à regarder des cerveaux dans des machines, à voir comment fonctionne le cerveau. L'imagerie, c'est vraiment son métier de base. Il a vraiment passé beaucoup de temps, donc il a beaucoup développé cet aspect neurosciences, mais pas que, psychologie aussi, et tous les sujets qui sont connexes. Et l'idée, en fait, c'est devenu l'un des meilleurs vulgarisateurs sur les émotions. Donc, je vous invite vraiment à découvrir ces livres qui permettent un peu à tout à chacun d'apprendre en fait, à mieux réguler ses émotions, qui est quelque chose qui importe complètement à Bernard. Là, je vous ai cité l'une de ses phrases. Il dit les humains sont capables de conquérir l'espace, de traiter des maladies mortelles, de concevoir des intelligences artificielles hallucinantes, mais pas de s'entendre avec leurs conjoints et leurs proches. Curieux, non. Et là où ça a résonné un peu en moi, c'est que dans mes explorations, j'ai aussi essayé de voir un peu comment ça se passe dans d'autres entreprises, notamment ceux qui essayent de conquérir l'espace, des boîtes comme SpaceX, etc., de traiter des maladies mortelles ou de concevoir des intelligences artificielles, ça c'est des entreprises comme Google. Et en fait, je suis aujourd'hui assez peu surpris de savoir que ces entreprises en fait forment et surforment, j'ai envie de dire, leurs collaborateurs et leurs managers à la régulation des émotions. Donc bon, c'est peut-être un biais de perception, mais moi je vois le lien quand même. C'est-à-dire que ces humains qui sont capables de faire ça sont des humains qui ont appris à réguler leurs émotions, qui ont appris à installer du coup une meilleure collaboration et qui du coup font des choses qui sont formidables. Là où dans beaucoup d'entreprises qui n'ont pas mis en place au moins ce socle collaboratif, et bien souvent on est dans des difficultés, pas tellement d'implémentation d'agilité ou autre, on est dans des difficultés interpersonnelles. Et donc, ça, c'est vraiment très important. Donc, ça, l'idée, ce que je vous invite du coup à découvrir, c'est de mettre en œuvre, c'est des ressources afin de mieux appréhender des sujets, notamment les livres et les vidéos de Bernard qui sont très, très intéressantes. Puis après, des expérimentations, bien entendu, des ateliers pour apprendre, en fait, ensemble à découvrir ce champ des émotions qui est bien plus large que ce que notre culture française nous amène à penser et nous a longtemps amené à penser que les émotions, ce n'est pas le lieu de l'entreprise. L'émotion, c'est le moteur de l'attention, c'est le moteur de l'apprentissage. Littéralement, pas d'émotion, pas d'apprentissage. Donc, je ne pense pas qu'une entreprise sans émotion, donc sans apprentissage, soit vraiment viable. Mieux collaborer en 100 jours. Alors, je vous parle rapidement de mon produit. L'idée, je ne suis pas ici pour prendre des choses. Pour ceux qui sont intéressés, donc en fait, j'ai mis en place un site web. Donc, sur le site web, vous allez trouver alors, les principes et les ingrédients, ceux que je viens de vous partager. Vous pourrez les retrouver si ça vous intéresse. Vous verrez, j'ai vu un petit onglet avec l'auteur. Donc là, vous allez retrouver notamment toutes les différentes conférences que j'ai pu faire autour des autres ateliers. J'y mettrai les conférences autour aussi de ce projet-là. Vous allez retrouver aussi le manifeste de l'apprenant. Ce que vous allez retrouver aussi, et j'en finis pratiquement avec ça, c'est 50 ateliers en fait, que j'ai créés spécialement
pour ce projet, qui sont des ateliers qui visent à améliorer en fait la collaboration au sein des organisations. Ils sont regroupés, je vous partage ça rapidement, ils sont regroupés en thématiques. Hop là, donc des ateliers pour mieux se connaître, des ateliers pour générer des idées, des ateliers pour partager la vision, pour trouver des solutions, pour prioriser et décider, des ateliers pour faire le bilan. Et à chaque fois, donc vous avez le déroulé. Et là où j'attire un peu votre attention, c'est qu'à la fin, tout ce que je vous ai parlé là, tous les ingrédients évidemment sont dans ces ateliers. Hein. À la fin, vous allez retrouver à chaque fois des débriefs. Du coup, pour le projet, là, j'ai dû faire à peu près une trentaine d'ateliers de débriefs. La bonne nouvelle, si vous voulez, quelque part, c'est que ces activités de débrief sont assez agnostiques à l'atelier qui est avant. C'est-à-dire que vous pouvez très bien réutiliser ces débriefs dans d'autres contextes et les utiliser pour vos activités autres du quotidien. Vous trouvez aussi, pour les plus riches d'entre vous, une boutique, puisque vous allez pouvoir y trouver en fait un cahier d'apprentissage. Le cahier d'apprentissage, c'est la seule façon que j'avais. En fait, l'idée de ce cahier d'apprentissage, c'est que du coup, concrètement, et c'est là où le collabore en 100 jours, l'idée, c'est vraiment comme un cahier de devoirs de vacances, d'avoir des activités à faire, donc 10-15 minutes par jour. Ils vont vous permettre tous les jours de travailler un petit peu pour ancrer pour vous une meilleure collaboration et de faire ça pendant 100 jours. Donc, c'est vraiment un cahier, c'est quelque chose sur lequel on doit écrire, probablement quelque chose sur lequel il va falloir revenir dessus. Donc là, je suis en train d'essayer de travailler sur une version numérique que je pourrais peut-être diffuser plus globalement, mais là, le format papier est le seul aujourd'hui disponible. Et donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez le retrouver. Le chemin est pratiquement terminé. Ce que je vous propose, c'est de vous poser cette question. En quoi ce voyage de 100 jours sur le thème de la collaboration fait-il sens selon vous? Alors, avec le cahier d'apprentissage ou pas, hein, sur le site, vous allez trouver énormément de ressources libres. Et voilà, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à ça, une petite minute. En quoi ce voyage de 100 jours sur le thème de la collaboration fait-il sens pour vous? Et si vous souhaitez offrir un petit cadeau, partagez votre réponse dans le fil de discussion. Je vous laisse encore 30 petites secondes de réflexion. Et vous pourrez repartir avec cette question. Merci Marc pour le partage. Tu nous indiques, donne du sens sur l'utilité d'expérimenter régulièrement chaque jour sur une courte durée. Bien, merci Marc pour le partage. Alban dit une bonne manière d'avancer dans de bonnes conditions d'équipe. Merci pour vos partages. Alors, je vais vous partager en quoi ça fait sens pour moi, en indiquant 3 raisons. La première raison, c'est qu'en tant que coach agile, je vois l'intérêt, effectivement, et le bénéfice énorme, en vérité, à cette notion de collaboration qui me paraît être vraiment au cœur du réacteur. Tant qu'il n'y a pas de collaboration, tant qu'il n'y a pas de pratique, tant que les gens n'ont pas appris à collaborer, je pense que ça va être compliqué de mettre en place quoi que ce soit. C'est ce que je crois observer depuis tout ce temps-là. Alors, bien entendu, l'agilité arrive avec des choses qui sont aidantes, mais probablement que ce n'est pas suffisant et probablement qu'il faut vraiment explorer ce côté collaboration avant la suite. Pour ceux d'entre vous qui auraient la référence du modèle de Tuckman, Tuckman, c'est quelqu'un qui a modélisé un petit peu les différentes étapes de progression au sein du groupe. Hein. Donc, ça commence par du forming, hein, les gens constituent un groupe. Et puis la troisième étape, je saute la deuxième étape volontairement, la troisième étape, c'est le norming, on a défini des règles ensemble qui nous permettent de travailler efficacement. Et puis la quatrième étape, c'est le performing. Une fois qu'on a passé par les normes,
on connaît nos règles, les règles sont partagées, les règles sont connues, donc on va pouvoir commencer à performer. La deuxième étape, nous apprend Tuckman, c'est le storming, donc c'est la tempête. Et c'est normal, puisque même si les gens sont pleins de bonne volonté, il faut confronter les points de vue. Et donc, cette étape de collaboration me paraît vraiment hyper importante et vraiment un préalable finalement à la suite. Et il semblerait que ce soit aussi un avis partagé du coup par notre ami le Dr Coburn, donc organisateur, auteur et du coup signataire du manifeste, qui de mémoire en 2016 nous a offert cette boussole, Earth of Agile, le cœur de l'agilité, en nous disant le manifeste agile, c'est peut-être un truc qui est trop compliqué, donc il faut le résumer juste en 4 mots. Et lui, il résume ça dans le fait de livrer, de réfléchir. Donc, j'ai livré quelque chose, je prends un temps de réflexion sur ce que j'ai livré, et du coup, ça me permet d'améliorer. C'est vraiment cette boucle d'apprentissage, et le tout en collaborant. Ce que je crois observer dans les organisations, c'est que livrer, réfléchir et améliorer, c'est des choses qui demandent d'y mettre des moyens. Livrer, même quand vous êtes dans un système legacy, un vieux système informatique, ou dans des vieilles infrastructures industrielles, c'est compliqué de livrer plus vite, etc., mais c'est faisable. Il y a beaucoup d'entreprises qui l'ont fait, qui ont su évoluer, donc c'est compliqué, ça demande des moyens, mais ce n'est qu'une histoire de moyens finalement. Réfléchir et améliorer, de ce que je crois en observer, c'est souvent une histoire de moyens qu'on y met en termes de temps. Est-ce qu'on prend le temps de la réflexion? Est-ce qu'on prend le temps de s'améliorer? Donc là encore, c'est du moyen. Par contre, collaborer, évidemment, c'est du temps à investir pour apprendre à mieux collaborer, mais c'est quand même quelque chose qui est un peu plus que d'y investir du temps ou du moyen. Il faut vraiment un engagement des gens, il faut vraiment une façon différente en fait d'appréhender cette notion de collaborer, de la mettre vraiment au cœur du système. Puis la deuxième raison qui fait que tout ça a du sens pour moi, en fait, cette raison, elle m'a été offerte, et je vais vous citer une anecdote qui est tout à fait personnelle, donc désolé pour l'intrusion du personnel, mais elle résume tout à fait mon chemin. Mon chemin, je vous ai dit, il a commencé en 2015. C'est en 2015 que j'ai commencé à aller à la rencontre de différentes personnes autour des sciences humaines, des poètes, des philosophes, des biologistes, des neuroscientifiques, des biopsychologues, bref. Et en 2017, j'ai commencé à me dire, bon, il faut que je le partage dans la communauté agile notamment, d'où des conférences, etc. Mais j'ai commencé à me dire, bon, il serait pas mal d'en faire un livre. Et ce livre, il a mis du coup 4 ans à sortir, ce qu'est l'apprentissage. Et il a été terminé en fait cet été. Et il a été terminé à un moment très précis que je vous livre maintenant. J'étais en fait au dîner et en fait j'ai envoyé un Twitter juste avant et je partageais ça avec ma conjointe et ma petite Nina de 5 ans en disant bah là je lui ai envoyé sur Twitter un tweet en disant que je cherchais une idée pour illustrer en fait le livre qui était pratiquement fini cet été. Quand on veut terminer un livre, il y a toujours la phase où ça se termine jamais. Donc... Et du coup à la fin du repas, ma petite Nina, audio de ses 5 ans, va prendre ses pinceaux et me fait la très jolie peinture qui est devant vous. Et en fait, elle m'offre cette planète Terre, puisqu'elle savait que je travaillais sur le thème de la collaboration, et elle m'offre ce beau dessin de cette planète Terre. Et du coup, elle m'offrait, voilà, pratiquement le pourquoi finalement, probablement, je me suis entrepris aussi là-dedans. Et elle m'offrait non seulement une très belle illustration, mais aussi par la même occasion, une très belle conclusion à cette session que j'ai grand plaisir à partager avec vous. Grand merci à vous et grand merci encore une fois à travers toi Nicolas, aux organisateurs de ce bel événement. Merci à toi Steve pour ton partage. Merci encore Steve et à bientôt. Merci.